de retour à l'Adidas Arena. Et donc on reçoit maintenant Gaël Rivière, qui est athlète paralympique et aussi avocat d'affaires et conseiller financier. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Très heureux d'être là. Eh ben, nous aussi, heureux que tu sois là. Première question un peu fil rouge, c'est quoi ton rapport personnel au sport à toi? Parce que tu es peut-être le plus athlète ou le plus sportif qu'on a vu ce matin. Alors mon rapport au sport, il est assez ancien et assez prégnant dans ma vie, puisque je me suis construit avec le sport. Je suis en équipe de France depuis maintenant 18 ans et j'en ai 34. De foot, c'est ça? De foot, de cécifoot, de foot pour non-voyants. Et puis j'ai commencé à jouer au foot avec la Coupe du Monde de 98, donc à une époque où j'avais 9 ou 10 ans. Donc vraiment le foot occupe une part de ma vie en temps, en durée assez conséquente. Et je crois que si je devais demain faire une biographie, le sport serait plus qu'un fil rouge, ce serait un élément structurant. Tu as essayé d'autres sports ou d'autres disciplines? Pas vraiment. Alors comme tout le monde, j'ai fait de l'EPS, de la natation, des choses comme ça, mais rien à haut niveau, j'ai fait que du foot. Est-ce qu'on peut t'appeler Monsieur Champion d'Europe? Alors monsieur, non. Alors ce qui est beau, c'est que quand on a comme moi des qualités modestes, même de footballeur, il suffit de tomber dans une bonne équipe pour gagner des titres. Donc ouais, non, j'ai eu la chance d'être dans une équipe de France qui a gagné 3 championnats d'Europe, qui a été vice-championne paralympique. Donc on a eu la chance de vivre beaucoup d'émotions, belles émotions. On a aussi eu des moments plus difficiles, mais en tout cas, ouais, on a partagé des beaux moments en équipe de France. Le championnat d'Europe à Nantes en 2009, donc en France, c'était cool ça? Il y avait beaucoup d'ambiance? Ouais, c'était un moment assez exceptionnel pour 2 raisons. D'abord, c'était à domicile, donc il y avait la famille, les amis qui étaient là. Jusque-là, nous, on jouait, c'était assez anonyme. On faisait nos championnats de France devant les autres clubs, 150 personnes à tout casser. Et puis là, on s'est retrouvés à Nantes devant 500, 600 personnes, ce qui était déjà énorme pour nous. Et puis, bah, évidemment, quand tu gagnes, on a gagné en plus en marquant dans les 2 dernières minutes 2 buts contre les Anglais. Donc, le cocktail était parfait pour que ce soit des moments inoubliables. Alors à toutes celles et tous ceux qui pensaient louer leur appartement très très cher et qui n'y arriveront donc pas, toutes celles et tous ceux qui pensaient pas partir de Paris, qui vont rester finalement et qui vont aussi aller aux Jeux, il reste des places pour les Jeux paralympiques, il en reste plein. Toi à titre perso, t'attends quoi cet été, on va dire, olympique et paralympique, de Jeux, qui va peut-être ou pas changer le rapport des Français au sport? Alors on a beaucoup parlé des Jeux de Londres. J'ai la chance d'y avoir été et d'avoir vu ce que des Jeux paralympiques pouvaient être. C'est-à-dire avec un engouement populaire énorme, avec une couverture médiatique extraordinaire, avec des gens dans les tribunes, des tribunes pleines, et des gens qui, j'incite beaucoup là-dessus, mais des gens qui ne venaient pas seulement en curieux, c'est-à-dire des gens qui se disent bon bah ça coûte pas cher les Jeux para, je viens voir ce que c'est, comment des personnes handicapées font du sport, ouais. Mais des gens qui venaient en se disant je viens voir un spectacle de qualité, je viens voir une performance sportive, et du coup ils appréciaient ce moment-là. Et moi mon ambition, parce que je suis un peu compétiteur et qu'on aime bien faire mieux que les Anglais, et ben, c'est qu'on fasse mieux que Londres. On a du chemin, il va falloir rabâcher, il va falloir faire de l'exercice d'acculturation au parasport, à toutes les disciplines qui seront à Paris. Mais je pense qu'on peut y arriver. Moi, je suis convaincu que ça va être une belle fête. Et ça va être une belle fête aussi parce qu'on arrivera avec le sport à faire évoluer les mentalités et à montrer aux gens qu'une personne en situation de handicap, eh ben, c'est qu'une situation de handicap. Et quand on est sur un terrain de cécifoot, par exemple, eh ben, on est tout à fait aussi compétent que n'importe quel autre footballeur. Puis là, par rapport aux Jeux de Londres, tu le disais, on a un vrai défi, c'est que les Britanniques vont venir en nombre aux Jeux Para, parce que eux, ça fait quand même 12 ans qu'ils ont déjà expérimenté que les Jeux Para, c'est très cool et qu'on peut mettre une grosse ambiance. Donc on a intérêt, en tant que Français, à venir. C'est quoi ton message là? Comment tu convaincrais des gens qui ne savent pas encore s'ils vont prendre leur place ou pas? Alors on a fait une petite campagne de promotion publicitaire en disant un mot clé, enfin une phrase clé qui me semble bien résumer la situation, c'est il ne nous manque rien sauf vous. Je pense que c'est vraiment ça, c'est de dire les stades seront incroyables. Le cécifoot sera au Champ de Mars. Il y aura des stades extraordinaires. Les sportifs se préparent. Les sportifs français se préparent depuis de nombreuses années pour ce moment-là. Les autres pays également. Donc il y aura de la compétitivité en face. Il manque plus que le public. À ce stade, on est à un niveau de remplissage au tiers des tribunes. On sait que ça va être des acquisitions de places de dernière minute. Mais voilà, c'est de dire aux gens, pour que la fête soit belle, il faut que vous soyez là. Et
on vous demande pas de faire un acte de charité. On veut éviter que vous loupiez une opportunité parce qu'on sait que vous allez prendre du plaisir à venir voir ces Paralympiques. C'est le meilleur niveau mondial qui vient chez vous, ils sont tous à portée de main, vous venez pas, c'est votre problème. C'est ça. Okay. C'est ça. Bon, on va ramener du monde. Il y a un sujet justement là-dessus, et c'est surtout l'après. On parle d'héritage, de legacy, quel que soit le mot qu'on met derrière. C'est la trace qu'on va laisser à la suite de ces jeux. Il y a le terme d'inclusion qui te parle beaucoup. Alors l'inclusion, c'est à la fois un terme qui nous vient beaucoup d'anglo-saxonnie au début dans une communauté qui a séparé différents groupes pour essayer de dire que l'un doit être contenu dans l'autre. Pour nous en France, l'inclusion, ça veut dire quoi à tes yeux ? Pour moi, l'inclusion, alors c'est ma vision de l'inclusion, c'est peut-être pas celle qui est promue à tous les niveaux. Moi, ma vision de l'inclusion, c'est plutôt une logique qui tend à dire les personnes en situation de handicap doivent avoir le choix. On doit tous avoir le choix. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que si vous voulez faire du sport dans un club ordinaire, c'est plus difficile. Les structures ne sont pas adaptées, les formateurs, les encadrants n'ont pas les formations requises. Donc, en ce sens, il faut promouvoir l'inclusion. Mais l'inclusion entendue comme donner du choix aux personnes en situation de handicap et qu'elles choisissent ensuite si à un moment de leur vie elles ont envie de faire du foot dans un club spécifique, si elles ont envie de le faire dans un club adapté ou non, qu'elles aient ce panel de choix. Et je pense que c'est ça pour moi l'inclusion. Et là je parle de sport, mais c'est vrai au niveau scolaire. Je ne suis pas favorable à ce qu'on dise aux personnes en situation de handicap vous devez à tout moment de votre vie être dans un milieu ordinaire si elles ont envie d'être à un moment entre pairs pour apprendre des astuces, pour prendre des tips de personnes qui ont les mêmes problématiques qu'elles, qui ont trouvé des solutions qu'elles n'ont pas envisagées peut-être. Ça peut être aussi utile. Donc moi, l'inclusion, je l'envisage comme un accroissement des possibilités, des opportunités pour les personnes en situation de handicap. Ce qui veut dire, toi, qu'il y a des étapes effectivement dans la découverte d'un sport où on est avec des gens qui ont un peu les mêmes similitudes du rapport au sport, d'autres on se différencie, tant sur les questions de genre, sur les questions toujours, c'est plus pour un parcours assez libre de la pratique permettant d'accueillir tout le monde en fonction de ses envies, quoi. Exactement. Si je prends l'exemple du foot, c'est très simple. On a dans notre modèle de championnat de France, on a différentes modalités. On a des clubs de foot ordinaires qui ont créé des sections de cécifoot, par exemple le RC Lens, etc., qui ont en leur sein du cécifoot. Et on a des clubs comme le nôtre, le Bondy Cécifoot Club, qui est un club de cécifoot créé par des personnes qui font cette discipline à la base, qui a créé une section de foot ordinaire pour créer de l'inclusion, mais pas de l'inclusion forcément où les pauvres personnes en situation de handicap viennent quémander une inclusion dans un club, mais une inclusion positive, celle qui tend à dire on fait le même sport, et bien même si on le pratique d'une manière différente, on peut faire partie d'une même structure. C'est marrant, tout à l'heure tu disais je me définis un peu, on me voit comme un sportif de haut niveau amateur. Comment tu arrives à te vendre quand il faut trouver des sponsors ou des partenaires? Tu te dis en gros moi voilà ce que je fais, c'est les titres quand même, c'est l'expérience. Comment tu le racontes? Alors moi je suis très mauvais pour me vendre parce que, alors pour deux raisons. La première c'est d'abord un goût personnel pour le marketing de soi-même que je n'ai pas, que je ne sais pas faire et qu'il faut faire d'ailleurs, mais que je n'ai pas cette qualité-là. Et puis aussi, très pragmatiquement, c'est aussi que j'ai la chance d'avoir un métier duquel je peux vivre et donc je n'ai pas un besoin financier qui m'oblige à aller chercher des sponsors. Donc je le fais peu à titre personnel. En revanche, de manière pour l'équipe, ça nous arrive souvent d'aller vendre l'équipe, d'aller vendre ses performances, de dire qu'on peut partager, faire vivre des émotions à nos partenaires, à ceux qui nous soutiennent, parce que le foot, c'est quand même c'est ce qui rend ce sport assez incroyable, un peu unique, je pense. C'est que on l'a vu à la finale de la Coupe du Monde, par exemple, de foot valide. On peut passer par toutes les étapes, tout peut arriver dans ce sport. Et c'est un sport qui est vecteur d'émotions. Et quoi de plus incroyable que de partager ce type d'émotions. Je crois que, d'ailleurs, on le voit dans le milieu professionnel, on a des chefs d'entreprise chevronnés qui ont tout fait, tout réussi, et qui, devant une performance sportive du club qu'ils ont acquis ou de leur équipe favorite, eh bien, vivent des émotions que peut-être ils n'ont pas connues par ailleurs. Le sport a cette faculté-là. Et nous, c'est ce qu'on essaie de vendre quand on essaie de dire aux gens venez soutenir notre discipline, venez soutenir cette équipe-là, parce qu'elle peut vous amener à vivre des choses incroyables avec elle. Et les outils là, on a découvert nous l'autre jour le Touch2See avec la plateforme permettant de voir les matchs pour les non-voyants avec une tablette tactile. Il y a plein d'outils, de choses aujourd'hui que la tech peut permettre en termes de découverte, de croisement d'expérience, etc. Ça, c'est quelque chose qui te parle ? Ouais, moi je suis très curieux, un peu comme tout le monde, de voir les innovations qui arrivent, notamment, comme tu disais, il
il y a des innovations par le tactile, il y a des innovations par la description, par l'intelligence artificielle, etc. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est toujours un peu la même chose quand il y a un bouillonnement d'innovation comme ça. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui partent. Il y a parfois des innovations qui ne marchent pas parce que ce n'est pas le bon moment, parce que le public n'est pas prêt à la recevoir. Mais en tout cas, nous, en tant que passionnés de sport, moi je suis effectivement en quête de toutes ces solutions qui nous permettent de vivre l'expérience sportive encore plus intensément qu'on l'a fait. Je raconte souvent que moi, quand je suis, par exemple, je suis la finale de la Coupe du Monde, ou la Coupe du Monde en général, eh bien, pour avoir le plus d'éléments possible, j'ai la radio, j'ai les streaming textes, les live textes en temps réel que j'actualise sur 2-3 pages pour avoir le plus de descriptions possible des actions et pouvoir avoir des sources d'informations multiples. Donc, toutes ces innovations qui nous permettent de nous immerger davantage et de vivre davantage le moment, la performance sportive, évidemment, c'est pour nous des atouts en plus, des éléments favorables. Il y a un point positif pour les athlètes para dont on a parlé juste avant et que je n'avais pas perçu de cette manière. C'est qu'en fait, en ayant les Jeux à Paris, ça a permis à tous les athlètes para qui devaient négocier avec leur boîte de se libérer du temps pour s'entraîner, finalement de pouvoir partir plus tôt et être dans une position de force dans la négo. Donc c'est aussi ça le gros avantage des Jeux para à Paris, c'est que ça aide à tous les athlètes à mieux négocier au plus facilement et donc à mieux s'entraîner et à être plus à l'aise dans la vie. Ouais, c'est vrai que c'est Alors, il y a le label Jeux paralympiques. Moi, je parle beaucoup de ce qu'il faut faire, on parle beaucoup de ce qu'il faudra faire pour être au rendez-vous des Jeux, mais il faut aussi regarder le chemin parcouru. C'est vrai qu'on partait de loin, mais depuis quelques années, le terme paralympique fait écho chez les gens, même s'ils ne savent pas toujours ce que c'est concrètement, quelle discipline existe, quel type de handicap, etc. Eh bien, c'est un terme, un label qui est signifiant pour eux, qui est porteur de valeur, porteur de qualité. Donc ça déjà, ça permet, quand vous êtes dans une boîte et que vous dites « je prépare les Jeux paralympiques », peu importe la localisation, c'est déjà un outil de négociation. Et là, effectivement, on ajoute à ça le fait qu'il soit à Paris. Ça a donné à beaucoup d'athlètes un levier supplémentaire pour dire à leur boîte « je me prépare pour les Jeux, je pense avoir des chances de faire des médailles ». Mais j'ai besoin de votre soutien parce que j'ai besoin de temps pour m'entraîner. Et effectivement, je crois que les boîtes ont joué le jeu dans une majorité, dans la mesure de leurs moyens, etc. Mais en tout cas, ça a aidé, ça a facilité les négociations ou en tout cas les aides. Tu as un exemple d'innovation dans le sport français qui t'a marqué un peu ces derniers temps? Ça peut être tech ou pas tech, mais plus généralement d'une autre manière de percevoir l'évolution du sport et de ses bienfaits. Alors, j'ai pas d'exemple en tête spécifiquement. Moi, ce qui me marque toujours, en revanche, c'est le parcours de ces sportifs, de ces anciens sportifs qui se lancent dans des carrières professionnelles à succès. Et je suis toujours admiratif parce que à la fois, je vois toutes les qualités que le sport leur a amenées et qui les permettent ensuite, ces qualités d'être des bons chefs d'entreprise, d'avoir les bonnes idées, etc. Mais en même temps, je suis admiratif de cette capacité à innover, à créer après une carrière sportive, à se lancer dans un projet entrepreneurial, alors que il faut reconstruire sa vie alors qu'on a 35, 40, 45 ans. Ouais. C'est pas toujours simple. Et ça, moi, ça me fascine en tant que sportif et bientôt probablement ancien sportif. Je suis très attentif à ces parcours-là. Là, aujourd'hui, à Sport Définition, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu es venu écouter, un profil, une table ronde, un truc qui te marque particulièrement dans la programmation? J'ai eu la chance de prendre part de présenter une petite conférence d'une dizaine de minutes entourée de plein d'autres personnages très intéressants et très influents dans le milieu du sport. Et moi, ce qui m'a réjoui, parce que même si j'étais un peu concentré sur ce que je devais dire, j'ai pris le temps d'écouter un peu ce qu'il disait. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est... On a beaucoup l'habitude de dire que la France, c'est pas un pays de sport, contrairement aux anglo-saxons, aux américains. Et moi, je trouve, alors je sais pas si c'est l'influence des jeux, je trouve qu'on a de plus en plus un discours de gens qui sont conscients que le sport est un univers économique
qui peut bien fonctionner et dans lequel on peut réussir, dans lequel on peut être performant économiquement, et qu'il y a là des ressorts importants. Et tous les discours que j'ai entendus, où on avait une qualité de la réflexion qui démontre que ça y est, je crois, en France aussi, on a pris la conscience de ce que le sport a un rôle à jouer important dans la société et dans le monde économique en particulier. Et tu penses que là, ça va être le moment où ça va coller entre les... On le voit avec le relais de la flamme, il y a des personnes qui n'aiment pas le sport, qui découvrent qu'on peut aussi kiffer le fait de se réunir, de pratiquer, de découvrir qu'en fait l'organisation du sport et sa pratique et les gens en face vont coller dans une logique, on va dire, un peu de rencontre et puis de réussite de parcours et puis de sport à impact qui va avoir des conséquences durables. Ouais, moi je crois beaucoup, parce qu'on parle du sport de haut niveau, mais c'est aussi à tous les niveaux montrer que on peut prendre du plaisir en tant que spectateur, en tant que bénévole, en tant que pratiquant. Et moi je pense que ces jeux laisseront une trace de gens qui se diront d'abord on aura, je pense, une base de spectateurs plus importante à l'issue de ces jeux, pour les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques. Et on le voit souvent, les médailles, ça donne envie à des gens de pratiquer. Et comme tu le disais, des initiatives comme le relais de la flamme, toutes les activités qu'il y aura autour des Jeux, eh bien moi je pense que ça permettra aux gens de s'approprier le sport. Et je pense notamment aux gens qui font du sport bien-être, du sport santé, et pas forcément du sport de compétition, mais le fait de marteler, de parler de sport pendant 2 mois, midi, matin et soir, ça va peut-être exaspérer certains, probablement, mais ça laissera forcément quelque chose de durable dans l'esprit des gens. Le point commun, c'est que c'est du kiff quand même. Entre le sport de haut niveau, le sport plaisir ou le relais de la flamme, c'est que les gens viennent pour faire la fête et pour se retrouver. Ouais, le sport, c'est ça, c'est un outil. On parle de performance. Il y a un grand débat chez les sportifs, chez les footeux notamment, de dire est-ce que pour prendre plaisir dans le sport, il faut gagner ? Bah non, pas forcément. Tu peux vivre des émotions. Moi, les liens que j'ai avec les autres membres de l'équipe de France, ils se sont tissés évidemment avec les victoires, mais ils sont tissés encore plus, je pense, avec les désillusions. Parce que c'est là où tu connais vraiment les gens, c'est dans les moments difficiles que tu te soutiens, que tu partages, la difficulté, que tu la surmontes ensemble. Et donc, tout ça pour dire que il n'y a pas que le haut niveau qui fait le côté fédérateur du sport. Le sport, c'est du partage à tous les niveaux, et qu'on gagne ou qu'on perde, ou qu'on le fasse pour s'amuser ou pour performer. Super, écoute, on se retrouve au Jeux Para, tout le monde. N'hésitez pas à prendre vos places, c'est pas cher et ça va être très cool. Et je vous dis, il y a tous les Britanniques qui vont débarquer, donc on a intérêt à être présent en tribune, sinon on va se faire broyer. Merci beaucoup Gaël. Merci à vous. Et puis bon été à toi, salut. Merci.